Bonjour, Aurélien Acquier, je suis professeur à ESCP Business School, je suis aussi doyen associé au développement durable et co-directeur de la chaire ESCP Deloitte en économie circulaire. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre cycle de conférences 10 ans pour tout changer qui est organisé en partenariat avec Les Échos Planète. Le principe de ces rencontres est très simple, il s'agit d'explorer des parcours de vie, de comprendre quels ont été les moteurs de leur prise de conscience. Qu'est-ce qui les a amenés à s'engager et à faire bouger les lignes sur les grands défis de notre siècle, que ce soit sur les aspects environnementaux ou sociétaux. Et s'il reste 10 ans pour tout changer, alors quelles leçons tirer de leur trajectoire personnelle, comment faire naître le changement et maximiser son impact? Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ces rencontres avec des personnalités de premier plan. Je vous invite à noter vos réactions et questions dans la section commentaires ci-dessous. Ce soir, c'est Étienne Bourgois, directeur général d'Agnès B, cofondateur et directeur de la fondation Tara Océan, qui répondra aux questions de Françoise Blin-Kampinski, directrice éditoriale Les Échos Planète. La fondation Tara Océan finance les expéditions de Tara, une goélette qui emporte à son bord plusieurs scientifiques dont la mission est double: mesurer l'état de santé des océans et mesurer les effets du changement climatique. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Étienne Bourgois, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir. Bonjour également à tous ceux qui nous écoutent. C'est votre parcours de dirigeant engagé au service de la préservation de la planète qui nous a inspirés pour vous demander d'être le premier invité de ce cycle de rencontres 10 ans pour tout changer, organisé par les Échos Planète et le SCP. Je vais juste dire un mot des Échos Planète, donc, qui est le magazine digital des Échos dédié à l'environnement. Aujourd'hui, il a presque un an. Et il a une vocation à traiter de tous les sujets de fond sur l'environnement. Souvent, l'information est parcellaire, elle est fragmentée, et c'est assez difficile d'avoir une véritable bonne compréhension des enjeux, des problématiques, et également souvent de la difficulté à essayer de résoudre ces problématiques. Donc notre vocation, c'est d'avoir vraiment cette approche de fond. Et c'est également, en rupture parfois avec des thématiques un peu trop anxiogènes, d'apporter et de faire un focus sur les solutions. Les solutions et les acteurs engagés, comme vous, qui permettaient finalement de faire avancer les choses et de voir quels progrès peuvent être accomplis par l'ensemble des personnes pour que demain, on ait une meilleure planète. Alors, Étienne Bourgois, vous êtes directeur général d'Agnès B depuis maintenant quelques années. Vous êtes également le président de la fondation Tara Océan, que vous avez créée en 2003. Donc elle a deux missions principales que vous nous développerez bien sûr tout à l'heure, qui est l'exploration pour contribuer à des avancées scientifiques qui permettent d'anticiper les bouleversements climatiques, et puis aussi faire partager la culture des océans, et ça c'est un point qui vous tient également à cœur, alors que ce soit par l'éducation ou dans le cadre de grandes rencontres internationales, et aujourd'hui devant donc un panel d'étudiants et de personnes plus larges également. Alors, on va essayer de comprendre ce soir ce qui vous a poussé dans cette voie, finalement. Est-ce que c'est une révélation? Est-ce que c'est, au contraire, le fruit d'une longue et mûre réflexion? Ou bien est-ce que ce sont des rencontres, des voyages qui vous ont permis cette prise de conscience? Ou pourquoi pas la poursuite d'un rêve d'enfant? Ou encore les contraintes qui sont liées à la vie quotidienne du chef d'entreprise? Vous allez nous le dire. Alors, je crois qu'en vous présentant, il faut qu'on précise quand même quelque chose qui est important dans votre vie, c'est la place de la famille, puisqu'en fait vous êtes le fils d'Agnès Troublé, qui est plus connu sous le nom d'Agnès B en fait, et dont vous êtes, comme on le disait tout à l'heure, le directeur général aujourd'hui. Alors cette enfance, moi, j'aimerais qu'on vienne un peu dessus et savoir un peu quels souvenirs vous en avez gardé, et si dans votre enfance, il y a déjà eu des événements qui ont marqué les prémices de votre engagement actuel. Oui, la mer, hein, c'est venu de la mer. J'ai toujours aimé naviguer. J'ai eu cette chance de pouvoir naviguer très jeune avec mon grand-père, Ado Troublé, qui adorait le bateau et qui m'emmenait sur Tara. L'histoire de Tara, en fin de compte, c'était le bateau de mon grand-père quand j'étais jeune.
D'accord. Et donc toutes les vacances que je pouvais avoir, c'était sur le bateau avec mon grand-père ou sur un bateau, tout ce qui flotte en vrai. Et j'ai commencé à j'ai eu la chance de construire un optimiste avec mon oncle Bruno Troublé aussi quand j'étais très jeune. Je crois que c'était à 8 ans. C'était un des premiers optimistes en France. C'est ce petit dériveur pour les enfants que tout le monde connaît. Donc j'ai construit mon optimiste en bois quand j'avais 8 ans avec mon oncle. Bruno Troublé, qui se trouve était un des derniers grands amateurs, on va dire, éclairés, professionnels, semi-professionnels, puisqu'il a fait les Jeux Olympiques, puis il a été le barreur du bar en bic pour un défi de la Coupe América il y a des années, dans les années 80. Et donc à la fois de faire marcher un bateau, le plaisir de naviguer, de faire de la plaisance. On naviguait à l'estime à l'époque, c'était assez... on avait des instruments, mais il y en avait très peu en fin de compte. On naviguait avec le ciel, avec les étoiles un peu, et puis on essayait de maintenir l'estime quand on naviguait. Alors, à l'époque, c'était d'aller tout simplement traverser la Méditerranée, d'aller en Corse, mais quand je me souviens, quand j'étais petit, on allait sur Calvi, on se retrouvait à Ajaccio parfois. Donc c'était pas très précis, mais en tout cas l'envie toujours de partir, d'aller plus loin, de découvrir aussi, c'est aussi d'arriver. Le plaisir de naviguer, c'est aussi d'arriver. Et donc très tôt, j'ai eu cette passion pour le bateau, à tel point que je faisais pas grand-chose à l'école. C'était l'envie de dessiner des bateaux, de regarder tout ce qui se passait autour de la voile, hein. Pas les bateaux à moteur, hein, tout le monde l'aura compris, mais plutôt la voile et d'aller sur des bateaux. Donc très jeune, j'ai eu cette envie. Et mon grand-père était un bon navigateur en mer, mais il était nul quand on approchait de la terre. Donc les manœuvres étaient toujours un peu catastrophiques. Et donc c'était un peu angoissé de ces retours à terre avec mon grand-père. Mais en tout cas, de faire marcher les bateaux, ça a toujours été mon truc. Donc du coup, vous êtes devenu skipper vous-même? Mon grand-père est mort à 63 ans, donc j'avais 22 ans, j'avais fait pas mal de bateaux avec lui, et puis il m'a légué 50% de ce bateau avec un ami qu'il avait, et donc plutôt que, d'une certaine manière, de le laisser à son fils ou à ses premiers enfants, il a un peu peur qu'il soit vendu tout de suite, donc l'idée c'était que je le garde, et je l'ai gardé pendant une dizaine d'années, et à l'époque c'était compliqué de pouvoir garder un bateau de 10 mètres, il faisait 10 mètres, c'était un Dufour 35 à l'époque pour ceux qui connaissent, mais... En tout cas, quand j'étais tout petit, moi je disais, moi je veux aller sur le Tara. Et donc c'était un truc qui me tenait vraiment au corps, de naviguer, le plaisir d'être sur un bateau, d'être sur l'eau. Pas tellement de plonger, je regrette d'ailleurs avec le temps de ne pas avoir découvert sous l'eau, j'étais plutôt sur l'eau. Et donc de faire aussi des régates, j'ai fait pas mal de régates avec Bruno, donc en tant qu'équipier. J'étais équipier d'avant sur des bateaux... de croisière, ils vendaient des Dufour, donc il fallait faire marcher ces bateaux et les faire marcher, donc faire des régates. Et c'était un peu des prototypes, un peu à l'époque, mais bon, j'ai fait beaucoup de régates à Marseille, à la SNIM, et puis à La Rochelle aussi, à l'époque, des régates d'hiver, des régates... Bon. D'accord. Mais en tant qu'équipier. En tant qu'équipier, d'accord. Et à ce moment-là, est-ce que vous aviez déjà une forme d'amour de la mer qui portait aussi sur l'environnement, sur le côté préservation, ou quand vous étiez un peu plus âgé? J'ai toujours été, mon grand-père était attentif à qu'on jette rien dans l'eau. Quand on est allé sur la plage, je me souviens, et ce que j'ai essayé de transmettre aussi très tôt, j'ai essayé de nettoyer c'est vrai qu'on me regardait à Antibes sur des plages, c'était un peu bizarre de nettoyer la plage déjà quand j'étais jeune, parce qu'on n'était pas beaucoup. Mais en tout cas, d'avoir ces gestes de respect, de respecter la mer et de ramener les poubelles tout simplement à la maison, hein, de ne pas les jeter en mer. À l'époque, c'était bon. Les gens avaient plutôt tendance à jeter dans l'eau. Hein. Ouais. Mais et puis quand même une anecdote, c'est que je fais de l'optimiste et donc à l'époque, j'avais envie de faire marcher des bateaux. Donc j'avais été sélectionné par la ville d'Antibes pour faire les championnats de France. Et puis mon père, comme je foutais rien à l'école, m'a dit non, tu n'iras pas faire ce... C'est une vocation ratée, alors. Tu es puni, tu ne feras pas ces régates parce que tu ne travailles pas assez à l'école. Donc j'ai abandonné mon optimiste, je crois, à 10 ans sur la plage. Je n'ai jamais, ou 10, 11 ans, je n'ai jamais retourné sur ce bateau. Pourtant, j'adorais. Donc j'ai arrêté. Forcément, quand on faisait de l'optimiste, c'était de barrer, et donc de faire de la régate. Et donc ça a été abandonné à ce moment-là. Mais c'était un peu une tristesse. Je me sentais totalement incompris. Pourtant, mon père était quelqu'un d'exceptionnel. Mais là, il a loupé quelque chose, quoi. Bon, alors donc à 19 ans, on vous retrouve dans l'entreprise familiale.
Est-ce que c'était un choix délibéré ou... Je ne faisais pas grand-chose à l'école, hein, voilà. Je loupe mon bac, j'avais pas envie de le passer, mais je le passe quand même, je le loupe. Et donc Agnès, j'avais 18 ans, c'était en 79, avait créé la première boutique en 75, rue du Jour, avec son mari Jean-René de Fleurieux à l'époque. Et donc l'idée, Jean-René avait 10 ans de plus que moi, que nous, mon frère jumeau, 10 ans de plus que nous, et il nous dit... vous foutez rien, ben c'est bon, vous allez prendre un appartement, tu vas travailler et ton salaire contribuera à payer le loyer de ton frère et de toi et d'un copain à l'époque qui vivait avec nous. Donc tout de suite, mois d'octobre, 1er octobre 79, premier boulot, qui était un peu de bricoler, de faire un peu de la compta, un peu de touche. Et c'était une toute petite entité, on n'était même pas 10 à l'époque. C'était les prémices de la... C'était les prémices de... Voilà, et puis en 79, commencer à travailler. En 84, je lance avec Agnès le projet de lancer la ligne homme. Donc là, je touche plus aux vêtements, donc de travailler sur la ligne homme en tant que merchandiser, on va dire, de préparer un peu les... Agnès créait tout, mais moi, je trouvais les fabricants, je lançais les commandes, je participais à la mise au point avec les fabricants des vêtements. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à travailler sur plutôt le produit. Et entre-temps, vous avez été mis un peu à l'épreuve, c'est ça? En 80, je suis allé, on m'a envoyé à New York ouvrir la première boutique. C'était de faire la boutique moi-même, donc avec à l'époque Twitou, qui était après qui a fait APC, mais c'est avec lui que j'avais fait Jean Twitou avec la première boutique à New York. Donc moi, j'ai construit la boutique. J'ai construit de A à Z la boutique. Je parlais pas un mot d'anglais. Et j'ai appris l'anglais sur le tas, quoi, on va dire, aux États-Unis, à New York, en 1980. Et en 86, Agnès et Jean-René divorcent, donc je me retrouve très impliqué dans la société. J'avais le souci un peu de gestion. J'étais assez économe, on va dire, même petit. J'ai toujours l'inquiétude que ma mère n'ait pas d'argent et que je la voyais avec des difficultés financières. Et donc j'ai toujours eu envie un peu de la protéger, de faire attention à cet aspect financier, on va dire. Et donc voilà qu'en 86, divorce, séparation un peu brutale. Et je me retrouve un peu à gérer auprès d'Agnès les affaires, puisqu'en 86, on avait déjà une implantation au Japon. D'accord, donc en fait, vous avez été associé dès le départ à la construction de l'entreprise de votre mère, voilà. Ce que vous appelez Agnès. Agnès, oui. Voilà, c'est pour faire la distinction entre le monde professionnel Exactement, donc je l'appelle maman en famille et je l'appelle Agnès dans le boulot depuis toujours. Depuis toujours. Ouais. D'accord. Donc vous passez un peu toutes les strates et puis donc en 86, vous prenez les manettes véritablement de l'entreprise en tant que... En 86, je me retrouve à diriger la maison et vraiment à partir de 83, on a ouvert cette filiale au Japon. On avait une joint venture avec un groupe japonais et donc passé beaucoup de temps en Asie cette fois. Et à ce moment-là, vous aviez encore du temps pour... aller faire du bateau Non, c'était ça a été un peu une déception parce que quand j'avais 18 ans, on m'avait proposé d'être skipper sur un bateau. Donc à l'époque, c'était des postes rares, rémunérés en plus, donc d'être sur un skipper sur un bateau. Donc j'ai eu j'ai eu ces questions et puis en fin de compte, ça s'est pas fait. Et puis voilà, travailler tout de suite travailler. Et puis j'ai eu mon premier fils à 22 ans, donc toutes les choses sont pas mal enchaînées. Mais avec passion, et on était une équipe, c'était une équipe fantastique et on travaillait tout le temps, hein. La mode demande beaucoup de travail et donc on travaillait ensemble presque jour et nuit et on n'arrêtait jamais, donc c'était un peu une deuxième maison. D'ailleurs, Agnès habitait au-dessus de son bureau et dans les années 80, à partir de 83 je crois, donc elle passait de la maison au bureau tout le temps. Et alors Agnès B aujourd'hui, ça représente quoi cette entreprise, hein? Alors, c'est une entreprise aujourd'hui à peu près 1500 personnes. On fait cette année 2020 qui était quand même très difficile. On fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une entreprise familiale. On fait 90% de notre chiffre d'affaires en Asie, dont le Japon qui fait aujourd'hui 60%. Voilà, on fabrique encore en France, on exporte vers l'Asie. On est des rares marques aujourd'hui qui fabriquent encore en France, dans une sorte de positionnement de prêt-à-porter quand même. Et donc ça, c'est un point important toujours pour Agnès, c'est de défendre le fabriquer en France, même si c'est pas toujours simple au niveau économique. Mais en tout cas, c'est un engagement qu'on a toujours pris. Et
Elle a toujours défendu le fabriquer en France. Et la famille est toujours majoritaire? Ben oui, parce que c'est majoritaire, on est 100% chez nous. 100% chez vous. Ce qui est un peu rare aujourd'hui, ce qui devient très rare. Est-ce qu'il y a une volonté? Ça a toujours été une volonté d'Agnès de pouvoir être libre, d'être totalement libre dans ce qu'elle faisait. Elle a travaillé pour d'autres marques avant, elle a travaillé très jeune, elle a commencé à travailler pour le journal Elle, mais après elle a travaillé pour Dorothée Bis, elle a travaillé pour VDV, elle a travaillé pour d'autres marques et c'est grâce à cette collaboration avec Jean-René de Fleurier qui lui a donné cette liberté, qui a cru aussi en elle de pouvoir faire son entreprise. Et elle était propriétaire de sa marque. Agnès est restée propriétaire de sa marque pendant des années. On a fusionné la marque il y a peu de temps, mais en tout cas, maintenant la marque fait partie du groupe, de l'exploitation, mais en tout cas, elle était propriétaire. Et je veux dire, pour un créateur, pour une styliste, c'est très rare qu'une styliste ou un styliste ou un créateur, on va dire, soit propriétaire de sa marque. C'est toujours le cas. Non, c'est plus le cas. Maintenant, on a préparé l'avenir, elle a apporté sa marque à la société, au groupe Agnès B, donc la marque est dans le groupe. Alors aujourd'hui, donc vous êtes directeur général de cette entreprise. Comment est-ce que vous vivez la crise sanitaire, les conséquences de cette crise sur votre entreprise? Est-ce que ça va faire évoluer votre façon de voir les choses, votre système de valeurs? Il y a toujours quelque chose de positif dans une crise, hein. Il faut le voir comme ça. Et je crois que ça nous a tous, on est tous en train de repenser le système, l'organisation, la vente aussi. Et je dois dire que l'année dernière ça a été compliqué parce qu'on est quand même, on a quand même plus de 220, 230 boutiques dans le monde, des corners ou des boutiques. En tout cas, on est quand même très, très orienté sur le retail via les boutiques. Et moi, j'ai mis en place, il y a de nombreuses années, je crois qu'on a été une des premières entreprises en France à passer sur le e-commerce avant les années 2000. Hein, donc c'est ancien. Bon, il y a eu pas mal d'échecs, on a tâtonné pendant des années, mais en tout cas, on a appris. Et puis, il y a, je dirais, 8 ans à peu près, j'ai voulu développer le e-commerce au Japon. Au début, on m'a dit, mais non, c'est cheap, c'est plutôt réservé à tout ce qui est pour la maison. Mais la mode, ça passe à travers les grands magasins au Japon. Et je les ai un peu forcés, un peu bousculés pour qu'on lance le e-commerce au Japon. Et maintenant, cette dernière, c'est remonté certains mois jusqu'à 30-35% de notre chiffre d'affaires. Ça fait 20% du chiffre d'affaires dans le monde. Je crois que dans la mode, c'est pas mal de faire 20% de son chiffre d'affaires via le digital, via le e-commerce. Donc ça vous a permis de plutôt... Ça nous a permis, on a globalement l'année dernière, au niveau mondial, on a fait plus de 33% sur le e-commerce. Ça nous a aidé, même si au global, on fait moins 22% sur le groupe. C'est un choc, hein, c'est important sur des chiffres pareils, de faire moins 20%. Donc on repasse dans le rouge. Un groupe qui était repassé en positif il y a 2 ans, après des pertes un peu abyssales pendant quelques années. Donc on était revenu positif. L'année dernière, on perd de l'argent, mais bon, les choses sous son contrôle. Maintenant, la grande question, c'est quid de 2021. Alors, quand on est... vous avez des valeurs très, très affirmées. Est-ce que vous arrivez à concilier ces valeurs avec l'exercice du chef d'entreprise qui peut être confronté à des décisions un peu douloureuses de gestion? Il y a toujours, pour moi, il y a des fondamentaux. Par exemple, on a sanctuarisé quand même le support à Tara. C'était quelque chose que Agnès, et je la remercierai toujours. Mais parce que ça, c'est alimenté par des fonds personnels. C'est alimenté par des fonds personnels. Bon, c'est à travers le fonds de dotation Agnès B, mais c'est en fin de compte, Agnès a touché des loyers à titre personnel parce qu'on a des biens immobiliers à flécher ces loyers vers le fonds de dotation Agnès B qui alimente le fonds de dotation, la fondation Tara. D'accord, donc vous dites que si l'entreprise allait très mal, ça pourrait remettre en question... C'est que forcément les actionnaires du coup seraient encore plus appelés à aider la société, donc ça pourrait mettre en question. Mais en tout cas, on a sanctuarisé ce support et ce soutien à Tara. Ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est plusieurs centaines de milliers d'euros quand même par an. Sur un budget de Tara qui est de 3,8 millions, mais c'est à peu près, on finance à peu près 700 000 euros quand même. Ça, c'est un budget de fonctionnement annuel? C'est le budget de fonctionnement 3,8 millions pour 2021 de Tara. Vous voyez, je suis précis dans les chiffres, mais en tout cas, j'ai essayé de donner le maximum
d'informations qu'on donne pas tellement, mais bon, comme c'est publié, de toute façon, les fondations Tara, les chiffres sont publiés. Mais... Donc la contribution est importante de la famille, est restée importante, et sur de nombreuses années, ça fait quand même pas mal d'argent. Parce que ça existe depuis 2003 quand même, Tara. D'accord, et c'est à ce rythme-là, depuis 2003 ? C'est un peu moins que les années où j'avais organisé la dérive arctique avec Tara. Hein. C'était une mission polaire très importante, qui était entièrement soutenue par la famille, par Agnès, où là c'était en millions d'euros. D'accord, mais donc ça c'est le budget de fonctionnement, et au-delà de ça, il y a le financement à proprement parler de chacune des expéditions qui nécessitent... Alors là, il y a d'autres partenaires, voilà. Et il y a plein de partenaires maintenant autour de Tara, et je les remercie vraiment chaleureusement. On a beaucoup de partenaires, des fondations publiques et des fondations privées aussi, mais en tout cas, ce qui est, c'est Tara. Mais Tara aujourd'hui pourrait vivre, je l'imagine, sans Agnès B, mais c'est quelque chose, en tout cas. On est fondateur du projet avec Agnès, ça a été quelque chose qu'on a toujours voulu et qui est important. Maintenant, la fondation vit un peu de sa propre organisation, d'une gouvernance indépendante, voilà, mais voilà, la contribution. D'accord, donc vous avez sanctuarisé cet aspect des choses, oui. Et donc pour en revenir au fonctionnement, on va dire quotidien d'Agnès B, est-ce que cette crise vous a provoqué chez vous des nouvelles décisions, des nouvelles orientations dans la gestion de l'entreprise ? Agnès, on est engagé sur plein de choses. On a aussi la Fable, donc un lieu public, maintenant un musée, une galerie. Donc Agnès, c'était vraiment son souhait depuis des années. Donc ça a ouvert il y a un an, juste avant le confinement, on va dire. Donc c'est une galerie-musée dans le 13e, c'est 1200 mètres carrés où elle expose sa collection. Puis c'est de la Fab soutient plein de causes à la fois humanitaires, environnementales, culturelles. Donc ça c'est important cet engagement. Donc il faut voir cet engagement à la fois environnemental, culturel, sociétal. C'est un engagement important dans toutes ces directions. C'est quelque chose qui a toujours été un enjeu important pour elle. C'est un peu le give back, le retour vers la communauté, d'une certaine manière. Le partage, c'est quelque chose qui a toujours été important pour nous, pour Agnès, et sur différentes formes. Maintenant, moi j'avais voulu créer un comité vert. Quand j'ai fait Tara en 2003, en 2004, j'ai voulu créer un comité vert. Je m'étais fait aider de Maximilien Rouer à l'époque, de B-Citizen, l'envie de changer dans l'entreprise aussi, parce que il suffit pas d'avoir Tara, c'était aussi de comment agir dans l'entreprise. Pendant des années, je crois que j'étais un peu utopiste en me disant les gens vont prendre, ce comité vert, les gens vont prendre en main. Vous vouliez faire quoi avec ce comité vert ? Je voulais justement changer en interne un peu le fonctionnement, que ça soit sur un peu sur ce qu'on produit, sur nos comportements, sur l'énergie, sur les consommations, les consommables, sur tout ça, quoi. Donc j'avais mis en place ce comité vert, et puis pendant des années, quand je m'en occupais directement, ça marchait un peu, puis après j'ai laissé le truc se faire tout seul, et en fin de compte ça marche pas. Donc j'ai décidé avec Agnès, il y a plus d'un an, avant la crise, de vraiment mettre un département RSE, et donc j'ai engagé une spécialiste, quelqu'un qui a travaillé 20 ans dans le RSE, Alessandra Loba. Et donc l'idée, c'est vraiment maintenant de transformer un peu plus l'entreprise. Et aujourd'hui, on ne tenait pas les chiffres, on va dire. On n'avait pas ces chiffres RSE. Donc la première Vous n'aviez pas tous les objectifs. On n'avait pas tous les objectifs. Donc l'idée, c'est de mettre en place tout ça. Aussi un peu quand même, on vient de loin. C'est une entreprise qui a plus de 40 ans. Donc c'est de changer les habitudes, c'est de former les gens, c'est de travailler avec les équipes autour d'Agnès de la Créa. Donc c'est de revoir un peu aussi nos modes de production. Mais on a travaillé sur les choses faciles au début, sur tout les cycles des emballages. Vous avez est-ce que c'est difficile d'arriver, vous cernez chaque process dans la production, chaque étape, comment vous procédez en fait? Oui, par exemple, quelque chose de naturel, par exemple, c'est que nous, on n'a jamais voulu détruire de la marchandise. C'est dans la mode, parfois en fin d'année, il y a pas mal d'entreprises qui, un bilan, finir, au lieu de garder des stocks, on les détruit. C'était pareil d'ailleurs dans l'édition, c'est pareil dans pas mal de métiers où on détruit la marchandise. Pour moi, ça nous a semblé toujours fou de détruire des biens qu'on a produits. Donc on s'est toujours interdit de détruire des biens. Donc on essaye aussi dans les tissus, quand on a des restes de tissus, il nous reste à peu près 8% de tissus. À chaque collection, c'est d'essayer de faire du upcycling, de faire autre chose avec ces tissus. Donc
On fait parfois d'autres produits, mais on fait aussi des pochons. Les clientes adorent ces sacs qu'on leur donne en tissu, des tissus très, très sympas, des imprimés un peu exclusifs. Et ça, vous l'avez développé depuis longtemps? Ça, on le fait depuis de nombreuses années. On fait d'autres produits là. Et puis ce qu'on ne vend pas, on le donne à des associations qui elles-mêmes les revendent ou les donnent. On travaille aussi avec les Restos du Cœur, on travaille aussi avec le Secours Populaire, on travaille avec la Fondation de l'Abbé Pierre. On fait pas mal de choses où pour nous, les produits, on respecte ce qui a été produit. Et si ce n'est pas vendu, au final, on va le donner, même s'il faut une approche économique et il faut faire attention. Mais en tout cas, on fait des braderies au personnel, on fait des choses. Mais en tout cas, on ne détruit pas de marchandises. Il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de déchets. Ouais. Bon, il y a des déchets en production, il reste des chutes de tissu. On ne peut pas en faire grand-chose. Mais en tout cas, on essaye de... Et ça, c'est dans l'ADN un peu d'Agnès, c'est de faire attention au gâchis, de ne pas gaspiller. C'est quelque chose qui est important. Et d'un point de vue environnemental, parce que la mode est quand même une industrie qui pollue pas mal, est-ce que là, vous avez également regardé comment vous pouviez vous améliorer? Alors, Agnès a toujours utilisé beaucoup de matières naturelles. C'est 80% un peu de ce qu'on vend. Mais la matière naturelle ne veut pas dire que c'est... il faut rappeler que le coton pollue, les pesticides, tous les produits chimiques qu'on met pour produire, et puis ça consomme beaucoup d'eau. Donc forcément, là maintenant, c'est de travailler sur cette certification, de travailler sur des produits labellisés, de travailler donc avec des organismes. Ça passe aussi par la formation des équipes. Donc là aussi, il va y avoir des changements importants. C'est aussi demain de travailler sur la seconde main, de travailler, d'organiser, de voir ce qu'on peut faire avec... Il se trouve que les vêtements Agnès B, on peut les porter de génération en génération. J'ai des trucs, nos clientes ont des t-shirts Agnès B année après année. Donc il y a aussi cet aspect dans la mode. Agnès, c'est un peu l'anti-mode d'ailleurs, c'est de faire de la slow fashion, on va dire, de l'indémodable et d'avoir des produits Agnès B qu'on peut porter longtemps. Donc on travaille sur la durabilité des produits déjà, mais c'est aussi demain de travailler aussi sur recycler les polyesters, travailler sur une mode ou sur des produits où justement on va utiliser dans ce qu'on fait de recycler plus. Déjà, ça passe aussi par en fin de compte, on produit trop. On s'aperçoit qu'il y a trop de références, donc il y a une diminution. En ce moment, on va travailler sur une diminution de 30%, de 20 à 30% de notre assortiment, donc c'est quelque chose d'important. Et d'essayer d'avoir moins d'invendus en fin de saison et de revenir à quelque chose d'une logique de faire moins de soldes, Alors là, avec la crise, ça a été compliqué, mais moins de promotion, de revenir à un prix, on va dire, le plus juste possible, où quand un client achète un produit, il y a réellement un prix dans un produit. Et ça, c'est important pour Agnès de toujours avoir un prix vrai, d'essayer il faut payer naturellement les salaires, payer les loyers, payer les investissements, mais l'idée, c'est pas le profit à tout prix, c'est derrière un produit, d'essayer d'avoir quelque chose de juste, un prix juste. Et c'est pas vraiment un changement de business model, c'est une façon de voir les choses en plus économique partout. C'est plus économique partout, et c'est en même temps, je veux dire, de repenser notre modèle économique, justement, de peut-être demain, et j'ai pas encore trouvé le modèle économique, mais c'est aussi d'organiser, il y a de plus en plus de développement, on le voit sur les réseaux sociaux, de produits de seconde main, et ça c'est important. Et puis après de travailler sur justement recycler les matières pour en faire d'autres produits, mais ça c'est une démarche. Mais la démarche aussi, ça a été toujours, même les premières boutiques Agnès B, il faut savoir, c'était une boucherie. Donc c'était de détourner aussi, de upcycler aussi les lieux et d'essayer de faire le minimum quand on fait un lieu. Alors ça c'est un petit peu compliqué, complexifié avec le temps, mais en tout cas c'était aussi de transformer les lieux, de détourner les matières, de détourner le vêtement de sport, le vêtement de travail, de détourner les lieux. Donc elle a été dans ces concepts. Vous êtes très dans l'air du temps là. C'est ce qu'elle a fait en 75. Donc en fin de compte on réaffirme ces valeurs aujourd'hui. Et la traque du plastique dans votre entreprise, ça se passe comment? Alors c'est quelque chose où on essaye de limiter les plastiques. Moi, depuis des années, on avait fait des sacs en amidon de pommes de terre. On pensait que c'était une réponse. Alors les seuls sacs plastiques qu'on donnait aux clients, c'était des sacs ça venait un peu du milieu de la médecine où on travaille sur ces plastiques qui ne sont pas des plastiques mais qui venaient et on s'est aperçu, et je remercie Henri d'ailleurs qui travaille avec nous, qui est quelque part derrière là. Oui, je vais l'annoncer. Vous avez dit
En vrai, ça ne sert à rien, ces sacs en amidon de pommes de terre, parce qu'il faut les mettre dans des composts, mais les mettre dans des composts à 40 degrés, parce que ça n'est pas biodégradable dans la nature. C'est une mauvaise information qu'on donne au public, donc il vaut mieux réduire et faire des sacs en plastique qui peuvent être recyclés dans les systèmes de recyclage, que de faire des sacs dont on ne peut rien faire. Donc c'est la fausse bonne idée. C'est la fausse bonne idée. Donc maintenant, c'est d'utiliser, de diminuer le suremballage, de diminuer les plastiques. Alors, on a des plastiques dans toute notre chaîne logistique, c'est un peu plus compliqué d'arrêter, mais en tout cas, on a arrêté de distribuer des plastiques au moment de la vente. Et c'est dans la chaîne logistique qu'on doit faire des progrès. Mais en tout cas, l'idée, c'est de travailler sur tous ces plastiques, puisque avec Tara, naturellement, le plastique en mer, le problème du plastique en mer, c'est de plus en consommer, d'en consommer moins à terre. Alors, je signale justement que Henri Bourgeois, qui est un expert de Tara, donc un expert en économie circulaire, et également le porte-parole du plaidoyer plastique de la Fondation Tara. En fait, il est avec nous, branché avec nous. Donc, si vous avez des questions un peu sur ces deux aspects, économie circulaire, pollution plastique, vous pourrez les lui adresser et il y répondra volontiers. C'est pareil sur les emballages, mais il y a très longtemps, on a arrêté tous les emballages. On nous a dit vos sacs sont un peu moches, le blanc n'est pas optique, c'est pas un beau blanc, parce qu'on a commencé à utiliser il y a bien longtemps du papier recyclé, des sacs du papier qui n'est pas blanchi au chlore, des encres sans mercure. On a travaillé sur nos emballages. Alors maintenant, il faut travailler sur le produit lui-même. Et ça, c'est les enjeux à venir qu'on veut revoir sur le produit lui-même. Mais en tout cas, sur tout ce qui est l'environnement des boutiques, l'environnement, les emballages, le transport, on essaye aussi de faire attention au transport. En tout cas, tous ces éléments-là. Alors, on va en venir à Tara, là, donc, qui est votre autre activité. Donc moi j'aimerais que vous nous expliquiez en fait comment vous avez créé Tara en fait, comment ça vous est venu. Alors oui, en 2003. Est-ce que c'est une révélation? C'est une révélation dans la vie, ça a été un déclic. J'aimais les bateaux pour naviguer comme ça, le plaisir, mais il se trouve que j'avais toujours entendu parler de ce bateau et puis en 2003. Je connaissais l'architecte, je connaissais alors, le ce bateau, premier il a une histoire. C'était Antarctica. Voilà, il faut peut-être la rappeler. Le bateau a plus de 30 ans maintenant. Il avait été construit pour Jean-Louis Etienne pour faire une dérive arctique. Donc c'est un bateau très spécial. C'est un dériveur polaire de 36 mètres. C'est un bateau, un dériveur qui est fait, une goélette, de mât, qui était conçu pour être pris dans la glace et faire une dérive polaire. Malheureusement, Jean-Louis Etienne n'a jamais pu faire cette dérive polaire. Après, il avait été racheté par Peter Blake, qui est un grand marin néo-zélandais, qui était d'ailleurs ambassadeur de l'UNEP, des Nations Unies, pour parler de l'environnement, pour parler des océans, pour faire une prise de conscience globale de la problématique des océans. Et donc, lui aussi voulait faire cette dérive polaire. Voilà, mais lui, et malheureusement, en 2001, assassiné sur le bateau, en sortie de l'Amazone, une expédition en Amazonie. Donc voilà, j'avais rencontré un marin de Peter Blake, je connaissais un peu l'histoire et pas mal d'histoires autour du bateau avec Bernard Buig, avec Christian de Marlier, des amis, des copains de Jean-Louis qui avaient travaillé avec lui et qui étaient... Voilà, et qui vous avaient décrit le bateau en fait. Qui m'avait toujours parlé de ce bateau comme quelque chose de fantastique, mais à la fois un gouffre financier qui était toujours un problème de comment le financer, comment c'est bien de le construire, mais c'est après comment on finance ces expéditions. Et donc, quand il a été en vente en 2003, en été 2003, Pippa Blake, 2 ans après la mort de Peter, j'apprends que le bateau est en vente et je dis, j'ai un déclic, j'ai envie de remettre au travail ce bateau et de faire ce que Jean-Louis et Etienne et Peter Blake avaient voulu faire, d'emmener des scientifiques, de le prêter à la science. Et donc, l'idée, c'était de faire des expéditions très longues pour la recherche fondamentale. Et pourquoi vous avez eu cette idée-là précisément, en fait, de la recherche fondamentale? Parce que ce n'est pas la chose la plus courante. Non, ce n'est pas la chose la plus courante. Et qu'est-ce qu'un gars dans la mode, qu'est-ce qu'on venait faire dans un projet pareil? C'était pas simple. C'était une idée un peu folle, on va dire. Mais pourquoi pas une idée un peu folle? Et puis, moi, j'étais allé en 96, j'avais marché sur la banquise, donc j'étais allé en Sibérie avec Bernard Buig, expédition, qui est un grand copain qui est lui explorateur, qui avait
extrait des mammouths, on va dire, dans les années 2000 de la classe, du permafrost. Donc c'est un copain un peu fou aussi. Donc il faut un peu de folie pour faire ce genre de projet. Et donc en 96, j'étais allé avec lui marcher sur la banquise, une expédition à quelques centaines de kilomètres du pôle Nord. Et donc j'avais marché sur cette banquise qui rend fou un peu. C'est un très très spécial d'aller dans ces environnements très protégés, conservés. Et en même temps, on voit que à l'époque, déjà, la glace fond. L'Arctique s'est réchauffé 2 fois plus vite que le reste de la planète, à l'époque déjà. Donc c'était des grands questionnements sur cette banquise. Et ça, vous l'avez constaté? Je l'ai pris en pleine figure, ouais, où les autochtones, j'avais rencontré à l'époque des Dolganes, où on me disait, à cause de vous, ça se réchauffe tellement vite, vous êtes responsable. Donc c'était un peu, j'avais pas tout compris pourquoi à cause de vous, ce message. Quel était le rapport, ouais. Quel était le rapport, en fin de compte. Donc ça m'avait un peu quand même cette expédition, puis cette nature à l'état brut, à l'état sauvage, les ours polaires, c'est quelque chose que j'ai pris quand même en pleine figure en 96, moi qui voyageais à New York, à Los Angeles, à San Francisco, à Tokyo, à Hong Kong, mais pas du tout dans cet environnement très naturel. Bon, je connaissais la mer, mais je ne connaissais pas cette nature à l'état brut. Et donc c'est quelque chose. Pas les pôles. Je ne connaissais pas les pôles, je ne connaissais pas peu la montagne, peu les espaces vierges comme ça. Et donc c'est quelque chose qui m'avait marqué. Et puis en 2003, l'envie de donner peut-être du sens à ma vie aussi, de faire autre chose que ce que je faisais. Et donc avec Agnès qui m'a suivi, parce qu'il s'agissait on a acheté le bateau à titre personnel à l'époque, à Pipa Blake. Et donc l'idée c'était dès 2004, avec Ecopolaris, avec le GREA, la mission Ecopolaris, le GREA, l'idée ça a été de faire une mission au Groenland avec des scientifiques, donc avec des naturalistes. Génial. Donc en fait, vous n'avez pas tout de suite créé la fondation. Vous avez d'abord acheté le bateau. On a acheté le bateau. Je suis allé voir à l'époque le programme des Nations Unies. Je voulais absolument travailler avec le PNUE et de garder ce qui avait été fait avec la volonté de Peter Blake. Mais ils m'ont dit à l'époque, écoutez, c'est qu'un bateau. Nous, on était emballés parce que voulait faire Peter Blake, mais on ne vous connaît pas et il va falloir nous montrer. Et puis une société commerciale, pourquoi une société commerciale? Donc ils avaient un peu des doutes. Puis je pense qu'à l'époque, avec les marins et avec le projet, ils m'ont demandé d'emmener Sébastien Salgado à bord en 2004, donc la première mission en fin de compte. Donc on a trouvé un partenariat avec l'UNEP. La mission c'était d'emmener les Nations Unies, c'était d'emmener du coup Sébastien Salgado en expédition en Antarctique, ce qu'on a fait. Et donc les choses ont démarré comme ça. Des expéditions longues avec des scientifiques. La première expédition, je l'ai financée à titre personnel. Et vous l'avez accompagné? Je l'ai accompagné. Génial. J'ai eu cette chance d'aller en péninsule antarctique en 2004-2005, je crois, avec lui. C'était génial. Fantastique. Ça, c'était une expédition qui a duré combien de temps? C'était la toute première? C'était une des premières. On avait fait une mission en fin 2004 avec une expédition avec des sourds-muets en Géorgie du Sud. Et puis après, on avait continué en Antarctique avec Salgado. Et puis après, on avait Pierre Huyghe et Xavier Veillant avaient loué le bateau, parce qu'à l'époque, on cherchait aussi de l'argent pour financer les expéditions. Donc ils avaient loué le bateau pour faire une expédition en Antarctique aussi. Donc il y a eu pas mal d'expéditions avec des artistes aussi au début. Et des scientifiques. Bon, les choses se sont enchaînées, on ne va pas reparler de toutes ces expéditions, mais en tout cas, c'est des expéditions majeures, avec de nombreux scientifiques, de nombreuses publications scientifiques. La contribution de Tara est énorme. Parce que l'idée que là, c'est quand même de mettre sur le bateau des scientifiques qui sont tous dans des matières et dans des sciences différentes, de les faire travailler ensemble, c'est ça? C'est aussi votre contribution? Mon idée, c'était de donner les moyens et de faire, donc ça c'était d'organiser cette expédition, de trouver les moyens de construire ces expéditions, de m'entourer de gens compétents, mais d'une certaine manière de disparaître rapidement. C'est-à-dire ça a été mon projet avec Agnès, mais ça a été de disparaître, de donner les moyens, et que ce soit les scientifiques qui parlent directement au grand public, qui parlent aux politiques. On parle beaucoup en ce moment. On parle beaucoup de ces échanges entre scientifiques et politiques, de scientifiques et grand public, de scientifiques et les enfants, et surtout d'être derrière, d'organiser, de faire des mélanges entre des artistes, des scientifiques, des marins. Et les marins sont importants dans ce genre d'expédition.
naturellement, mais c'est de faire des mélanges de culturels, d'âges différents. Surtout pas, je cherche pas l'accord parfait, j'aime bien les oppositions, les gens, même si sur Tara, il y a une espèce de magie de Tara où les gens ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes pour cette contribution au bien commun, mais c'est un peu le projet, mais d'une certaine manière, c'était un peu pour moi de disparaître derrière ce projet. Mais vous avez, je ne sais pas si c'est vous qui les avez choisis, mais les projets d'expédition et les thématiques d'expédition de Tara sont quand même sur des problématiques environnementales très fondamentales. On a le plastique, on a la Méditerranée, on a tout ce qui est... Le plancton. Voilà, vous avez quand même focusé à chaque fois sur des éléments qui sont effectivement absolument fondamentaux pour l'avenir de la planète. Donc, qui décide, par exemple, de dire on va aller faire telle expédition pendant tant de temps pour faire telle chose? Il se trouve que quand on a fait la dérive polaire, c'était une des premières grandes missions de Tara, puisque c'était pour ça que le bateau avait été construit, imaginé. Donc Jean-Claude Gascard, qui travaillait grand chercheur et qui était directeur d'un projet européen à l'époque, avait besoin de ce bateau. C'est lui qui est venu me voir en me disant « Il faut absolument qu'on organise cette mission ». C'est l'année polaire internationale, c'est célébré tous les 50 ans. Il y a un programme de recherche énorme sur les pôles, sur le pôle Nord, il faut y aller. Et donc, on a organisé en 1 an une expédition polaire. Ça n'avait pas été fait depuis 115 ans, il faut se remettre un peu en perspective. On ne savait pas si le bateau allait résister à la glace, on savait peu de choses des enjeux d'une telle dérive. Donc, on a mis en place un programme d'une dérive polaire d'un bateau. Personne ne voulait embarquer, c'était pas simple de trouver des marins parce qu'il fallait signer et partir plus de 500 jours, peut-être 3 ans sans pouvoir revenir à terre, remettre un pied à terre. Il fallait signer un document comme quoi on avait pris connaissance des risques que ça pouvait poser d'une telle mission dans le froid, dans la nuit polaire arctique, c'était compliqué. Donc me voilà parti avec cette mission, Damoclès, un budget à l'époque budget de recherche de 16 millions d'euros. 16 millions. 16 millions Damoclès, programme européen. Donc, eux, ils ne contribuaient pas à Tara, mais on a partagé les missions logistiques. Et donc, le programme de Tara Arctique, c'était 6 millions d'euros qui ont été financés totalement par Agnès, à titre personnel. Donc, franchement, un engagement très fort. Pour moi, à moindre mesure, sur des sommes beaucoup plus petites, mais qui étaient importantes à moi, à titre personnel. Et donc, on a financé ces premières missions de recherche sur les pôles. Et donc, mission 2006-2008, où Tara est complètement pris 500 jours de dérive polaire, pas mal de publications. On aurait pu faire plus, certainement, mais à l'époque, c'était déjà complexe. Mais en tout cas, cette grande mission, qui a été un enjeu à titre personnel énorme, hein, quand on envoie 8 personnes et qu'on a des tas de difficultés avec les Russes qui ne voulaient pas qu'on y aille. On ne va pas revenir ce soir là-dessus, mais ça a été plus un enjeu politique, géopolitique, très compliqué, que, en fin de compte, lutter contre le froid et des équipes là-bas. En tout cas, c'était... Et pour dénouer tout ça, vous avez été beaucoup à la manœuvre, hein? Je suis allé à la Douma, j'avais négocié. À l'époque, ils voulaient que ça devienne une expédition franco-russe, qu'il y ait des Russes à bord. Donc j'avais négocié avec les Russes qui, en fin de compte, il y a eu un radio à bord, mais c'était un spécialiste polaire, un Victor, qui s'avérait, c'était le plus âgé à bord, il avait une 60aine d'années à l'époque, mais c'était vraiment un spécialiste polaire, et ça a été fantastique de l'avoir à bord au final. Mais bon, il envoyait des informations sur la dérive tous les jours, via le Morse, hein, donc il envoyait... Puis une petite anecdote, c'est qu'au bout de 15 jours, ils n'avaient pas de nouvelles du Russe à bord, parce qu'il était tellement content, en fin de compte, d'être sur ce projet, qu'il avait un peu oublié d'envoyer les informations à Moscou. Donc là, j'ai eu un peu un rappel à l'ordre assez sévère des Russes. En tout cas, cette mission a été très compliquée parce qu'ils voyaient d'un mauvais œil. On n'a jamais su exactement pourquoi, mais ils voyaient vraiment un mauvais œil cette mission. Ils n'avaient pas de base polaire à cette époque-là, pendant cet anniversaire, ce cinquantenaire de polaire. Mais en tout cas, on a montré qu'on était là pour faire de la science et pas autre chose. Voilà, et ça a été un peu l'acte de fondateur, l'expédition fondatrice pour Tara. Ça a été une expédition un peu fondatrice pour Tara. Alors que là, le retour, comment se font les expéditions? À l'époque, Éric Carcenti est venu me voir, il est venu voir Romain et moi à l'époque pour faire cette mission un peu sur les traces de Darwin. Bon, moi, j'avais envie de faire autre chose que juste une navigation historique, même si c'était passionnant de revenir sur les traces de Darwin. Mais l'idée, c'était de
de comprendre l'impact des changements climatiques sur le plancton. Il faut comprendre que le plancton, cette biomasse, joue un rôle majeur, puisque 50% de l'oxygène qu'on respire vient des océans. Et donc là aussi, c'était de comprendre quels vont être les impacts dans le futur. Et là, vous avez Tara Océan. Donc là, mission. Tara Océan. Et là, vous venez d'en relancer une qui est partie en décembre. Qui est partie, oui, au mois de décembre, s'intéresser à nouveau à ce plancton, mais d'une manière plus large. Pendant quelques années, on a essayé de comprendre qui était là, avec quelles données physico-chimiques, mais là, c'est d'aller un peu plus loin, c'est de revenir sur cette mission, microbiome, Tara microbiome. Le Tara est parti pour près de 2 ans, autour de l'Amérique du Sud. Donc là, le Tara est en navigation, il va arriver à Punta Arenas vers le 8 février, il va aller faire le tour du Chili, et là, on va étudier beaucoup de choses pendant cette mission, mais aussi les contributions de ce qui vient de ces courants qui remontent, de qu'est l'apport des glaciers dans l'océan, quel est l'apport des grands fleuves et des pollutions qui arrivent via ces grands fleuves. Donc il y a une mission avec les Chiliens, mais une mission internationale. Je crois qu'il y a plus de 40 labos inscrits, il y a 80 scientifiques qui vont venir à bord, il y a 200 scientifiques qui vont travailler sur les résultats de cette mission. Est-ce qu'il y a des Russes ? Il n'y a pas de Russes. Il n'y a pas de Russes sur cette mission-là, mais maintenant, on a fait Polar Circle, on a fait plein de choses avec les Russes, on travaille, on collabore avec les Russes, d'ailleurs on travaille avec tout le monde, hein. Les missions, c'est libre, les données sont libres, c'est des missions où la recherche fondamentale, il y a plein d'institutions qui travaillent, et le CNRS, le MBL, vous réunissez, plein de labos. Monde. Et donc on a montré qu'avec un petit bateau à voile, on pouvait faire de la science de très haut niveau. Et la contribution de Tara, il y avait l'avant et l'après Tara. Je vais pas mais ça a été fantastique. Sur ce type de découverte scientifique sur Tara Océan, on a eu quand même la couverture de Nature, la couverture de Cell, la couverture de plusieurs grandes revues scientifiques. Et la contribution est énorme. On revient, les données de Tara vont servir pendant des dizaines d'années à venir. D'accord. Et donc, vous dites quoi quand vous regardez tout ça ? Je me dis, c'était un projet fou, un peu un rêve d'enfant, et le truc m'a dépassé dans ma vie, et c'est génial de se faire dépasser par un projet. Maintenant, il y a une fondation qui est devenue une des fondations internationales les plus respectées. On est observateur aux Nations Unies, on travaille aussi sur l'évolution des textes, des lois, sur un certain nombre de choses. On collabore sur toutes ces problématiques. C'est le plaidoyer de Tara. Il y en a quelqu'un qui travaille sur ces sujets de la haute mer, sur les problèmes de... Justement, c'est la première fois qu'on parle de la mer au niveau international, que les données du climat vont prendre en compte les données sur cette biomasse qui joue un rôle majeur. Donc c'est aussi sur comment préserver ces océans, comment préserver ces aires maritimes protégées. Il n'y a qu'1% des aires maritimes protégées. Donc on va travailler plutôt de s'intéresser aussi sur la contribution du plancton, de ces blooms planctoniques, de préserver, parce qu'on comprend aujourd'hui, demain, que ça va avoir certainement un impact important sur l'évolution du climat. Et puis cette biomasse, aujourd'hui, va nous servir, c'est les médicaments de demain, c'est l'énergie de demain, c'est la contribution, puis c'est la chaîne alimentaire. Il y a des millions de gens, des centaines de millions de gens qui dépendent des océans. Donc cette contribution, elle est importante. Alors, il n'y a pas que Tara, il y a d'autres missions qui contribuent naturellement à la compréhension, mais c'est quelque chose, pour moi, c'est une fierté d'avoir apporté avec Romain Troublé, son équipe. C'est une petite équipe, hein, l'équipe de Tara, c'est une petite équipe, mais c'est quelque chose de fantastique aujourd'hui pour moi d'avoir contribué, d'avoir amené cette folie, d'avoir repris ce bateau et on voit où ça mène aujourd'hui. Alors, il y a des questions là, il y en a notamment une qui essaye de faire le pont entre Tara et Agnès B. Et on vous demande, en fait, au-delà de ce mécénat scientifique, comment peut-on faire pour faire évoluer l'industrie de la mode positivement ? Oui, je disais, il faut... Déjà, peut-être dans les entreprises, je pense on parle du CSE, alors, attendez, je social précise, et économique. On sait, au-delà d'un modèle de mécénat scientifique, comment l'industrie de la mode peut-elle intégrer cette réalité que met en avant Tara pour limiter les impacts de la consommation sur l'environnement ? Il faut produire moins, on produit trop. Je disais, certaines boîtes jettent. Hein.
Donc il faut réduire, il faut arrêter, il faut sortir de ce système où on met des collections, on dit que c'est nouveau, et puis 4 mois après c'est daté, et il faut les solder, il faut les détruire. Et donc il faut une mode plus durable, une mode plus responsable. C'est assez important, on n'a pas besoin d'autant de choses, donc il faut faire moins et mieux. Il faut consommer moins. Il faut consommer moins, il faut faire des produits plus justes, il faut faire des produits... Mais si vous consommez moins, si vous faites des produits qui durent plus longtemps, des produits qui sont recyclés, etc., ça va être un problème pour l'industrie de la mode, non ? Il faut se réinventer, il faut peut-être vendre autre chose, il faut peut-être à travers les sites aussi proposer, il faut essayer peut-être à travers des sites e-commerce aussi proposer des marques naissantes, il faut revoir nos boutiques, il faut peut-être faire autre chose, utiliser ces lieux d'or. À certains moments, peut-être qu'on peut contribuer, faire dans ces espaces de boutique, faire d'autres choses, faire de la formation, peut-être faire des laboratoires de demain. Il faut peut-être réfléchir à ce que c'est qu'un lieu. Peut-être on a été inventif il y a des années de faire des concept stores, réimaginer ce que c'est que le concept store de demain et utiliser ces lieux pour peut-être faire autre chose. Et autour du vêtement, on parlait de nouvelle économie, de recycler les choses. Il y a tout à faire. Hein, Est-ce qu'il faudrait faire évoluer la notion de bien-être ? Alors ça, c'est super important, parce que moi, j'ai compris une chose, et c'est de cette chance avec Tara, c'est que il faut peut-être avec les Chinois et tout ça, cette notion de bien-être, c'est pas de posséder, on n'est pas mieux parce qu'on aura 2 bagnoles, 3 bagnoles, qu'on aura plus de choses, qu'on aura X ordinateurs, X iPhone. Donc cette notion du bien-être, cette notion de bonheur, il faut revisiter cette notion du bien-être et d'avoir peut-être, et ça c'est un enjeu important, on n'en parle peut-être pas assez aussi. Moi j'ai découvert que c'était passionnant d'être sous une tente près de la nature, de voir des naturalistes qui ont le sourire comme ça parce qu'ils ont trouvé la chouette arfan qu'ils attendaient depuis des mois, voilà, une fleur, de regarder une fleur et tiens c'est très rare qu'elle fleurisse à tel moment. Donc je pense il faut revisiter la nature, il faut être proche de la nature. Le problème aujourd'hui, c'est qu'est-ce que va devenir, et aujourd'hui avec le Covid, qu'est-ce qu'on va dire l'humain sur cette la Terre. La Terre, elle s'en sortira toujours, elle a vécu d'autres extinctions, elle s'en sortira toujours. On dit protéger la planète, mais c'est nous, humains, comment on va partager cette planète demain. Qu'est-ce que vous diriez, par exemple, aux étudiants qui nous écoutent là et qui sont mis dans des positions vraiment compliquées avec cette pandémie, puis qui s'interrogent aussi peut-être sur leur avenir, sur qu'est-ce qui va arriver à cette planète et dans quelle mesure ils seront en capacité de trouver un job ou de vivre dans de bonnes conditions. Quels conseils vous pourriez leur donner ? Je crois qu'il faut s'impliquer dans la vie citoyenne, qu'il faut s'engager auprès d'ONG, qu'il faut s'impliquer. Il faut être acteur. Oui, il faut être acteur. Il faut être acteur. Et on l'a vu, les jeunes nous ont secoués un peu encore une fois depuis 2 ans, hein, manifester, faire prendre conscience qu'on ne peut plus attendre. On ne peut pas repousser. On doit changer. Et c'est vrai que maintenant, c'est les jeunes. Ok, on a cette responsabilité. Nous, on n'a pas fait les choses assez tôt et assez vite. Mais maintenant, il faut que les jeunes se prennent en main. C'est eux qui vont changer le demain. Et donc... je crois qu'il faut attendre bien sûr des gouvernements, mais on voit aussi que c'est nous publics, dans nos engagements citoyens, dans notre manière de consommer, de nous engager dans la vie au quotidien auprès de ceux qui font bouger les choses. Alors il y a une question là qui est, faut-il sortir du paradigme de la croissance, mais ce type de réflexion sur les limites de la consommation serait-il réservé à des entreprises familiales ? Écoutez... C'est-à-dire, est-ce que vous avez plus de latitude finalement, débarrasser, sans avoir des actionnaires investisseurs qui ont les yeux rivés sur les aspects financiers, ou est-ce que vous avez plus de latitude pour agir ? Écoutez, quand je vois le nombre de gens qui ont envie de venir dans une maison comme la nôtre, ça veut dire que peut-être que le modèle fonctionne. En tout cas, c'est vrai qu'on ne change pas de modèle tous les 4 matins. De ce dont on parle, c'est des engagements dans la durée. On ne parle pas de trucs à 1 an, 2 ans, on parle de trucs à 10, 20 ans. Donc il faut choisir ces modèles. Le modèle familial est pas mal. Maintenant, il y a d'autres choses que juste, en effet, la rentabilité. Même si c'est important, je veux dire, il ne faut pas... Il n'y a pas d'entreprise sans rentabilité. Il n'y a pas d'entreprise sans rentabilité. Il faut payer des loyers. Je rappelle que d'ailleurs, les loyers, souvent, c'est le poste numéro 1
dans la mode. Hein. En Asie, c'est le premier poste, c'est avant les salaires. En France, c'est les salaires, les loyers viennent derrière. Mais il faut payer ses loyers, on a besoin d'emplacement, on a besoin de financer des investissements. Donc en effet, moi j'ai cette double casquette. Vous me disiez l'autre jour, j'étais très contradictoire. Mais c'est toujours à la fois cette gestion en bon père de famille, parce que en fin de compte, il faut faire vivre une entreprise et il faut qu'elle soit durable aussi, cette entreprise. Et en même temps, mes engagements citoyens, personnels, ou que j'essaye de faire changer les choses au sein de l'entreprise, c'est pas toujours simple. Donc il y a deux Étienne, un petit peu toujours qui s'opposent. Et il y a la gestion du temps. Et il y a la gestion du temps, et la gestion du temps, qui est très importante. Mais je pense qu'on peut, et j'invite d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises à s'associer. Moi, ce que j'ai appris, c'est aussi cette contribution, et les scientifiques me le disent souvent, cette contribution publique-privée, qui est assez unique en fin de compte avec ce projet Tara. Ben, je suis surpris de voir que c'est assez rare. Alors c'est vrai que beaucoup d'entreprises et des grands groupes s'intéressent beaucoup au milieu culturel, et c'est vrai que c'est génial et c'est important. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi que les grandes entreprises s'investissent, et pas seulement dans l'urgence quand il y a une situation humanitaire importante, qui est naturellement importante, mais ça c'est très visible. Mais je pense que s'engager dans les problématiques environnement, s'engager dans aider, soutenir la science sur des projets qui sont longs. Moi, j'ai appris avec les projets scientifiques, souvent les journalistes, la communication, on dit on veut des résultats, on veut des trucs. Les résultats scientifiques, ils viennent des années après. Oui, une fois que vous êtes rentré, une fois qu'on est rentré. Là, j'ai d'autres questions. C'est quels sont les modèles d'entreprise qui vous inspirent en matière de développement durable? Alors, j'aimerais être une jeune entreprise et démarrer de zéro. Hein. Vous pensez que tout serait possible, ça serait plus simple que quand on a quand même un gros vaisseau comme Agnès B, où il y a du monde à convaincre, on est sur plusieurs pays, on est dans plein. Mais est-ce que vous avez un modèle d'entreprise À Patagonia, moi j'aime. J'ai cette chance de rencontrer Yvon Chouinard. Qui est une B Corp, hein. Pardon. Qui est une Benefit Corporation. Ouais, hein. Ouais. Mais c'est un gars génial. Et les produits, d'ailleurs, il m'avait dit, il vaut mieux faire des produits peut-être plus chers, en faire moins, mais qui sont des produits aboutis. Et on pense, l'éco-conception, elle est vraiment dans le produit dès le début. Et moi, je trouve que Patagonia, c'est une très belle entreprise qui s'est engagée, alors lui, il y a 40 ans dans la problématique environnementale. Et on a le temps aujourd'hui d'attendre aussi longtemps pour se transformer? Non, je crois qu'il faut aller plus vite. Je pense qu'il faut que l'ADEME, il faut que des organismes... On connaît un peu mieux ce qu'il faut faire au niveau individuel, dans sa maison, dans son quotidien. Je pense que les entreprises ont besoin de feuilles de route, ont besoin d'être aidées sur des modèles. Je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté, mais on ne sait pas comment faire. On ne sait pas forcément comment... Et même là, je vois, moi j'ai souvent été surpris, même la presse a besoin de connaître beaucoup plus, de rentrer dans le détail de comment ça marche. On a besoin de tout le monde. C'est ce que vous essayez de faire. C'est génial, mais il faut travailler. Et moi, j'avais trouvé génial ce film Demain, parce que je pense ça encourage. On voit qu'il y a plein de choses, au quotidien, et qu'on voit que des gens, quand ils se regroupent et qu'on fait des choses pour le meilleur, pour le bien commun, on arrive à faire des choses. Et il y a des choses très positives ici et ailleurs, et c'est ça qu'il faut mettre en musique. Alors, je vais prendre une dernière question, c'est comment la science peut-elle impacter les instances politiques face au changement climatique? Les scientifiques ne sont pas assez entendus. Hein. Ils nous ont alarmés depuis longtemps. Je pense qu'on prend des coups dans la tête. Hein. Là, le Covid, qu'on voit que les réponses se font dans la durée. Elles auraient dû déjà être là. On aurait dû les apporter hier. D'ailleurs, on n'a pas su regarder. Regardez l'OMS quand même au niveau international. Aurait dû regarder le SARS, ça a commencé en 2003. En Asie, ils mettaient des masques, ils mettent la distanciation, le gel, ils font attention. On dirait qu'on découvre qu'on n'a pas voulu voir ce qui se passait dans d'autres pays du monde. C'est les Chinois. Alors les Chinois, bon. Mais ils ont appris à vivre avec ces problématiques. Et je pense que ces grands organismes aussi doivent se remettre en question, en effet, pour prévoir, et qu'il y ait vraiment au niveau en santé publique, au niveau européen, qu'il y ait vraiment des choses qui soient faites. L'Europe, ça doit aussi passer par là. Donc on doit prévoir, comprendre, analyser, continuer la recherche, mais on doit les politiques doivent comprendre que c'est des gestions qui se font sur des décennies. Cette réintroduction du plan, de cette notion de travailler sur le plan, à mon avis, c'est nécessaire, parce qu'au-delà des partis, au-delà des élections,
c'est politique environnementale, c'est politique de la gestion de l'énergie, c'est primordial. Les problématiques sur le nucléaire, les Français doivent être décidés aussi. C'est pas que le politique qui doit décider. C'est le citoyen, le consommateur. Citoyen, le consommateur. On doit être impliqué plus. Je pense qu'il faut réintroduire plus de proportionnel. Il faut que les citoyens puissent voter en ligne sur des sujets. Alors pas n'importe quel sujet, parce que le rôle de politique, c'est de prendre aussi des décisions qui ne sont pas agréables à certains moments. Mais on doit trouver un modèle où le citoyen est plus impliqué et a l'impression qu'en tout cas qu'il arrive à décider sur le quotidien. Alors ça se fait au niveau de la ville, ça se fait peut-être plus au niveau peut-être de la région demain. Mais bon, voilà. Vous avez 7 enfants, vous leur dites quoi? Moi, je propose. Moi, je suis optimiste. Je pense que nous, humains, on a les capacités de réagir. Je reste optimiste. Maintenant, j'ai parfois une vision un peu noire des choses et je rejoins Nicolas Hulot quand parfois des discussions avec lui, son film qui était un peu sévère, mais je pense que oui, la jeunesse doit s'emparer du futur. Et nous, les entreprises, on doit y contribuer, on doit les aider à rentrer. Je crois que c'est important que les entreprises, même quand c'est difficile, qu'on ouvre nos portes à la jeunesse. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Étienne Deroubat. Voilà. Merci à tous. Merci de nous avoir écoutés.